La pièce sentait toujours vaguement la pommade et la poudre de lavande. Dans la lueur tamisée de la lampe de chevet, Julie soulevait délicatement le bras frêle d'Anne, veillant à ne pas tirer trop fort sur la peau amincie. La vieille femme grimaça légèrement, et Julie murmura une excuse, ajustant l'angle, avant de commencer à masser le poignet enflé. Elle avait fait cela si souvent que ses doigts bougeaient par pur automatisme, cercle doux, pression légère, changement répétition. À côté, un bassin d'eau chaude refroidissait sur la table de nuit. Elle a besoin d'aide pour se tourner, lança Julie sans attendre de réponse. Depuis le salon, la voix de David flotta désinvolte et dédaigneuse. « Je suis occupée. Ce n'est pas vraiment mon truc, tu le sais. » Elle fixa la porte un instant de plus, la bouche légèrement entr'ouverte, comme si des mots voulaient encore surgir. Mais rien ne vint. Au lieu de cela, elle se retourna et fit doucement rouler Anne sur le côté. La vieille femme murmura quelque chose d'inintelligible dans son sommeil, la respiration rauque. Julie bougeait comme une machine, nettoyant les draps souillés, changeant les couches, lissant des draps frais sous des membres tremblants. Dans l'autre pièce, Nicolas et Delphine se chamaillaient à propos de la vitesse d'Internet. Personne n'entrait. Personne ne le faisait jamais. Parfois, il lui apportait du thé et le laissait près de la porte tiède intacte. Quand elle eut fini son dos, la faisait souffrir et ses jambes tremblaient légèrement. Elle sortit de la chambre, ferma la porte doucement et s'appuya contre le mur. Sur un crochet à proximité pendait une vieille écharpe jaune délavée et filochée sur les bords. Elle la décrocha et la serra, la pressant contre son visage. David la lui avait offerte autrefois. Elle ne se souvenait même plus quand. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'autrefois, cela représentait quelque chose. Une promesse. L'impression d'être choisie. Autrefois, elle était quelqu'un que les gens admiraient, forte, pleine d'esprit, la fille qui défiait les hommes du regard, dans une ville qui attendait des femmes qu'elles baissent les yeux. Elle portait ses cheveux relevés et son rire résonnait fort. Elle rêvait de lumières urbaines, de dortoirs universitaires, peut-être même d'une école de droit. Maintenant, ses rêves vivaient dans une autre chronologie, rangée derrière des listes de courses et des couches pour adultes. Elle resta là respirant dans le tissu tandis que l'horloge égrenait les secondes. À l'étage, quelqu'un claqua une porte. Personne ne demanda où elle était. Personne ne le faisait jamais. David se tenait près du plan de travail de la cuisine, faisant défiler son téléphone comme si c'était un dimanche matin ordinaire. Puis avec désinvolture, comme s'il proposait d'aller chercher du lait, il dit « Et si on partait en voyage juste nous quatre ? Une dernière virée avant la fin de l'été. » Julie leva les yeux de son panier de linge surprise. Vraiment un voyage en famille. Sa voix s'étrangla légèrement surprise, pleine d'espoir, imaginant déjà une rare chance d'être incluse. « Ouais, » dit David sans la regarder. « Quelque chose de simple. Tu mérites une pause. » Cela suffit. Le lendemain, elle passa la journée à repasser les vêtements de tout le monde, à charger des batteries externes, à préparer des encas. Elle imprima les prévisions météo et vérifia la pression des pneus. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait peut-être à sa place. La voiture tournait déjà dans l'allée, les sacs soigneusement empilés dans le coffre. Julie sortit avec son sac fourre-tout et un petit sac de voyage, un sourire à peine contenu. Mais alors qu'elle posait le pied sur le porche, David se retourna, sa voix étrangement plate. « Il n'y a pas de place dans la voiture. » Sans que te dire. Elle se figea. « Comment ça ?» Nicolas passa la tête par la fenêtre. « C'est un long trajet, maman. Tu n'es plus toute jeune, tu vas juste te plaindre de ton dos. » Julie cligna des yeux. « Mais je pensais... » Delphine passa devant elle sans un mot, monta en voiture et claqua la portière derrière elle. La voiture s'éloigna de l'allée comme si rien ne s'était passé, comme si elle avait imaginé l'invitation. Plus tard ce soir-là, Julie s'assit seule sur le canapé, faisant défiler les réseaux sociaux de David. Son souffle se coupa lorsque la photo se chargea. Ils étaient cela, David, Nicolas, Delphine et Héloïse, une ancienne amie d'université. Son âme sœur, comme il l'appelait autrefois. Il se tenait devant une station balnéaire, bras dessus bras dessous, souriant largement. Mais c'est l'écharpe autour du cou d'Héloïse qui fit basculer Julie. C'était la sienne, jaune,
bords délavés maintenant fraîchement ourlés. Elle pensait l'avoir perdu. Il ne l'avait pas simplement laissé derrière. Il l'avait remplacé, silencieusement, délibérément, avec quelqu'un qu'elle considérait comme une amie. Le balcon était calme, le vent du soir, caressant le visage de Julie, alors qu'elle était assise en tailleur sur une vieille chaise en osier. Son téléphone pesait lourd dans ses mains. Elle ajusta ses lunettes de lecture, ouvrit à nouveau le profil de David et cette fois ne se contenta pas de regarder, elle fit défiler. Et défiler. Et défiler. Ils étaient là des photos qu'elle n'avait jamais vues. Des voyages dans les gorges du Verdon, la vallée de la Loire, une station de ski dans les Alpes, des plages avec des piscines à débordement, tous souriants, tous ensemble. Héloïse était dans presque toutes. Parfois à côté de David, parfois entre Nicolas et Delphine comme une mère de substitution. Mais ce qui la blessa le plus, ce n'était pas la présence d'Héloïse. C'était que ses propres enfants étaient dans ses photos, riant avec elle, tenant sa main, prenant des selfies de famille. Des photos que Julie avait réclamées pendant des années, rejetées avec une cruauté désinvolte. Trop compliqué. On n'imprime plus de photos de famille de nos jours. Pourtant, elles étaient là, des dizaines, soigneusement posées, bien éclairées, joyeuses. Et elle en avait été exclue. Pas par accident, délibérément. Elle posa lentement le téléphone, le cœur battant comme s'il voulait s'arracher de sa poitrine. Les souvenirs affluaient des dîners de Noël mangés seuls dans la cuisine, pendant que les autres regardaient des films. Des matins de Pâques passés à changer des bassins au lieu de cacher des œufs. Des étés passés à l'intérieur à essuyer la sueur du front d'Anne, tandis que sa famille posait sur des plages avec une autre femme. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle ne pleura pas. Pas cette fois. Il n'y avait plus de larmes, seulement quelque chose de plus dur, de plus froid, prenant racine en elle. Cela pesait lourd dans sa poitrine comme une pierre. Quelque chose avait changé en elle. Et quoi que ce fût, ça ne reviendrait pas en arrière. Julie se tenait dans le couloir, le téléphone pressé contre son oreille. Sa voix ne tremblait pas, elle était plus froide qu'elle ne l'avait prévu. Donc, il n'y avait pas de place dans la voiture. Mais il y en avait pour Héloïse. Il y eut un silence à l'autre bout, juste une seconde. Puis David soupira. Elle passait par là. Elle a aidé à réserver l'hôtel. Ne fais pas toute une histoire pour rien. Elle a aussi aidé à faire les valises, dit Julie, la voix s'aiguisant. Ou ça faisait partie du forfait. Arrête, lança David. Tu es ridicule, jalouse même. Tu exagères. Tu viendras la prochaine fois, d'accord. Julie éloigna le téléphone, fixa l'écran, puis le ramena à son oreille. La prochaine fois, murmura-t-elle. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Nicolas. Nicolas, maman, le nouvel ordinateur arrive demain. Tu peux le monter dans ma chambre? Fais attention, il est cher. Un autre suivi, et n'oublie pas de retirer le film protecteur de l'écran. Merci. Julie fixa l'écran. Pendant une seconde, elle ne put même pas cligner des yeux. Elle était trop fragile pour s'asseoir dans une voiture pendant quelques heures, mais pas trop fragile pour transporter du matériel électronique coûteux dans la maison. Elle se tourna vers le miroir près de l'escalier et regarda son reflet. Puis elle baissa les yeux sur ses mains rugueuses, rouges craquelées aux jointures. Ce n'étaient pas les mains d'une épouse, pas d'une partenaire, pas d'une mère respectée. C'étaient les mains de quelqu'un qu'on utilisait, les mains de quelqu'un qu'on avait doucement transformé en domestique, et elle l'avait enfin réalisé. Le bureau de l'avocat était calme, trop calme, à l'exception du léger grattement du stylo sur le papier et du tic-tac lent d'une horloge murale qui semblait inutilement bruyante. Julie était assise dans un fauteuil en cuir rigide face à maître Albert, l'avocat de la famille, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, une insensibilité rampant le long de ses bras. « Je suis sûre que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez », dit Albert levant les yeux en dépliant un épais document juridique. « Mais je peux vous assurer, c'est exactement ce que votre belle-mère voulait. » Mais quand c'est Julie ne dit rien. Elle ne faisait pas confiance à sa voix.
Anne Garnier a légué l'intégralité de son patrimoine épargne, pension restante, la maison et objets personnels à vous, poursuivit-il. En totalité. Un silence stupéfait s'installa entre eux. Ah, moi. Albert hocha la tête. Elle l'a clairement exprimé. En fait, elle a laissé une note. Voulez-vous que je la lise? Julie fit un petit signe de tête. Albert ouvrit une enveloppe scellée, en sortit une feuille de papier à lignes, l'écriture tremblante mais indubitablement celle d'Anne. À la seule personne qui m'ait jamais traité comme un être humain, pas comme une corvée, pas comme un fardeau, mais avec dignité, avec chaleur. Julie, ceci est pour toi. Tu étais la fille que je n'ai jamais eue. Mon fils a cessé d'être le mien au moment où il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui. Les lèvres de Julie s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Il y a plus, dit doucement Albert. 2 jours avant son décès, Anne m'a appelé à son chevet. Elle a dit, et je cite, « Ne laissez pas ce garçon toucher un centime. Il m'a abandonné. Je ne veux pas de ces larmes de crocodile. Qu'il pleure sur le trottoir. » L'image traversa l'esprit de Julie David debout près du cercueil, les yeux secs, les mains dans les poches, faisant semblant, jouant un rôle. Il ne s'était pas soucié d'Anne de son vivant seulement quand cela le faisait bien paraître. Julie baissa les yeux sur les documents devant elle. Pendant des années, elle avait été la silencieuse, l'invisible, celle qui nettoyait les dégâts, absorbait les reproches et ne demandait jamais plus. Mais maintenant, en encre et en droit, quelqu'un l'avait vue. Quelqu'un avait laissé une preuve. Elle sortit de ce bureau sous le soleil de l'après-midi, tenant un dossier rempli de validations. Pour la première fois en décennies, quelque chose lui appartenait. Et cela signifiait tout. Le silence dans la maison était épais oppressant. Julie se tenait au centre du salon, les bras le long du corps, fixant le costume préféré de David, pendu soigneusement sur son crochet, attitré, repassé impeccable, intact. Le même costume qu'il portait pour jouer l'époux. Fier, le père loyal, l'homme de principe. Sans réfléchir, elle l'attrapa. Le tissu se déchira avec un bruit satisfaisant lorsqu'elle l'arracha du cintre et le jeta au sol. Ses talons écrasèrent la laine fine, 1 fois, 2 fois, puis encore. Ce n'était toujours pas assez. Elle se précipita vers le placard du couloir. Sa canne à pêche, celle qu'il polissait plus soigneusement qu'il n'avait jamais touché sa peau, se dressait comme un autel. Elle la prit à 2 mains, la leva au-dessus de sa tête et la brisa sur son genou. Le craquement résonna comme un coup de feu. Elle ne scia pas. Mais c'est dans son bureau qu'elle resta le plus longtemps, entourée de livres des rangées entières, des éditions rares, des notes marginales écrites de son écriture soignée. Des étagères remplies d'auto-importance. Ses mains planaient au-dessus poings serrés. Un instant, elle pensa à craquer une allumette, laisser tout ce sanctuaire brûler. Mais non, ce serait trop facile. Elle sortit une valise, celle qu'il utilisait pour ses conférences, et un par un, elle emballa les livres. Premières éditions, exemplaires signés, ses carnets, tout ce qu'il avait autrefois appelé inestimable. Puis elle marcha jusqu'à la porte. À la bibliothèque municipale, son ami de longue date derrière le comptoir cligna des yeux choqués. « Julie, tu es sûre ?» Elle sourit lentement, fermement, que quelqu'un d'autre apprécie ce qu'il n'a jamais su valoriser. Et sur ce, elle se retourna plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le train quitta la gare dans un grondement sourd et Julie s'enfonça dans le siège côté fenêtre, ses doigts serrés autour d'un gobelet de café chaud. Elle regarda la ville s'éloigner à travers la vitre, son reflet se superposant au bâtiment, comme un fantôme quittant enfin la maison. Pour la première fois en décennies, personne n'avait besoin d'elle. Personne ne l'observait. Elle était complètement, glorieusement seule. Elle arriva à Paris juste avant le coucher du soleil, l'air frais et vibrant du bruit de la ville. L'hôtel était bien plus chic que tout ce qu'elle avait jamais réservé, sol brillant, un lustre scintillant comme une pluie gelée, et un personnel qui lui souriait comme si elle y avait sa place. Pas de mari, pas d'enfant, pas d'explication. Elle tendit la carte de crédit de David sans sourciller. La chambre était douce, élégante, silencieuse,
Elle retira ses chaussures, s'allongea sur le lit moelleux et fixa le plafond pendant un long moment. Puis, elle rit court, surpris, presque sauvage. Plus tard, elle commanda un service d'étage. Steak, vin, gâteau au chocolat, pas de « qu'est-ce que tu veux », pas de partage. Elle mangea lentement, délibérément, essuyant sa bouche avec une serviette en lin, tout en regardant un film idiot à la télé juste parce qu'elle le pouvait. Son téléphone vibra. Delphine. Pourquoi dépenses-tu autant sur la carte de papa? Cet argent était pour rénover mon appartement. Julie fixa l'écran puis tapa « Moi, je suis encore en vie. Je dépense comme bon me semble. Et si ça te dérange, vois ça avec ton père. La moitié de tout ce qu'il possède, je l'ai gagné, avec intérêt. » Elle posa son téléphone face contre table, laissa la musique jouer sur une petite enceinte Bluetooth dans le coin et dansa pieds nus sur la moquette, les bras grands ouverts. Elle n'était pas perdue. Elle n'était pas brisée. Elle commençait tout juste. La porte d'entrée s'ouvrit 2 jours plus tôt que prévu. Les bagages roulèrent à l'intérieur. Des rires résonnèrent. Puis vint la voix que Julie n'avait pas entendue depuis des semaines. Nicolas bruyante et désinvolte comme si rien ne s'était passé. « Maman, on est rentré et on a ramené une invitée. » Héloïse entra comme si elle était chez elle, ses talons de marque claquant sur le sol, ses lunettes de soleil encore perchées sur sa tête. Elle regarda autour d'elle, sourit. « C'est tellement cosy ici », dit-elle, s'installant sur le canapé, que Julie avait cousu à la main des années auparavant. « Cet endroit m'a manqué. » Delphine ne lui accorda qu'un regard en jetant son sac et en se dirigeant vers le frigo. « Maman, tu n'as pas acheté de jus, je t'avais envoyé un message. » Julie ne bougea pas. Elle resta immobile dans l'embrasure de la porte, l'expression indéchiffrable. « Pas de jus », fronça Delphine. « Sérieusement. »« Serre-toi », dit Julie platement. « Ou demande à Héloïse, elle semble bien connaître ma vie. » Nicolas rit maladroitement. « Maman, ne sois pas bizarre. Tante Héloïse est juste venue clarifier les choses. » Julie tourna son regard vers lui tranchant sans ciller. Puis elle attrapa un dossier sur la table et le lança à ses pieds. Il s'ouvrit répandant reçu photo capture d'écran. « Clarifier quoi ?» demanda-t-elle. « Les 5 dernières années de vacances que vous avez tous prises sans moi, les ensembles de bagages assortis, les chambres réservées à son nom. Ça. » Elle brandit une photo, Héloïse tenant la main de Delphine devant une station de ski. Portrait de famille amusant, comme j'étais toujours celle derrière l'appareil, ou simplement pas invitée. Héloïse se tortilla, son sourire se crispant. « Julie, c'est un malentendu. David m'a demandé de venir parce qu'il trouvait que tu étais trop stressée. Je les ai juste croisés par hasard. À chaque vacances, » coupa Julie, la voix calme mais tranchant l'air comme du verre. « Tu as par hasard préparé des vestes assorties par hasard, porté mon écharpe par hasard, joué à la maîtresse de maison dans la vie que j'ai construite. » Julie avertit David depuis le coin s'avançant. « Ça suffit. » Yeux rivés sur Héloïse. Plus taire. Elle se tourna vers lui, la voix ferme. « Je veux divorcer. » La pièce se figea. « Tu quoi ?» dit David, sa voix oscillant entre amusement et peur. « Tu m'as entendu ?» dit-elle, croisant les bras. « J'ai été invisible si longtemps que même moi j'ai oublié que j'avais une voix. Mais plus maintenant. » Elle les regarda tous, ses enfants, son mari, la femme qui avait essayé de prendre sa place. « J'ai cuisiné vos repas, j'ai gardé vos secrets, j'ai porté votre mère jusqu'à ce qu'elle meure dans mes bras, et vous m'avez tous laissée pour morte. Mais devinez quoi ?» Elle recula vers la porte. « Je suis toujours debout, et j'en ai fini.
Le vent fouettait son manteau alors que Juliste tenait devant l'immeuble de bureau de David, ses mains fermes scotchant le dernier coin de son panneau artisanal sur un chevalet pliable. C'était audacieux, en lettres rouges, impossible à manquer, l'homme qui a construit sa vie sur le dos de sa femme, puis l'a remplacée. Sous le titre des photos clichés de vacances, reçu comparaison côte à côte des cadeaux luxueux d'Héloïse et des fleurs séchées de Julie. Elle avait même imprimé la transcription du testament d'Anne et l'avait scotché juste sous la bio de l'entreprise de David. L'ironie était délicieuse. En quelques minutes, les murmures commencèrent. C'est sa femme. C'était la soignante, non celle qui s'est occupée de sa mère pendant des années. Je pensais qu'il était un type bien. Les téléphones sortirent, les appareils photos flashèrent, les collègues ralentissaient leurs pas. Certains s'arrêtaient complètement. Julie ne scia pas. Elle soutint chaque regard avec le calme de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à dire. À midi, l'immeuble bourdonnait de rumeurs. Héloïse ne se montra pas pour son habituel déjeuner. Personne ne la vit sortir, mais en fin de journée, sa voiture avait disparu du parking. Ce soir-là, David rentra pour trouver son bureau vide. Chaque étagère, chaque tiroir vide. Ses précieux livres, ses carnets, tout avait disparu. Quelques instants plus tard, il s'effondra au sol, se tenant la poitrine. Nicolas appela Julie, la voix tendue de panique. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as donné tout son travail de vie. » Julie remua son thé parfaitement calme. Son travail de vie. « Oui, lâcha-t-il. Tu as donné tous ces livres, ces notes, comment as-tu pu ?» Elle sourit faiblement, sans cruauté, juste fatiguée. Ils n'étaient jamais pour lui, Nicolas. Ils étaient construits sur moi. Chaque page, chaque mot, chaque ligne a été écrite pendant que je nettoyais derrière sa vie. Donc s'ils étaient si précieux, peut-être aurait-il dû traiter la personne qui tenait tout ensemble comme autre chose que jetable. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Certains héritages sont bâtis en encre, d'autres en silence. Elle en avait fini avec le silence. L'air sur la côte était différent, plus salé, plus libre, empli du bourdonnement d'une vie qui ne lui demandait rien. Julie s'installa dans une chambre modeste, dans une résidence pour seniors paisibles nichée près de la mer, où les jours s'écoulaient lentement et où personne n'attendait d'elle qu'elle soit autre chose qu'elle-même. Le matin, elle rejoignait les femmes dans la salle d'artisanat, enfilant des aiguilles ourlantes, des rideaux, échangeant des histoires autour de tasses de café légers et de rires chaleureux. Ses mains, autrefois usées par les soins, glissaient maintenant avec aisance sur des tissus doux, cousant non par devoir, mais pour le plaisir. Elle se promenait le long du rivage, le sable pressant entre ses orteils. Elle regardait les bateaux rentrer aidants, parfois les pêcheurs locaux, à réparer leurs filets ou à raccommoder des manteaux usés. Personne ne la connaissait comme la femme de David. Personne ne posait de questions sur le passé. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue. Elle voyageait aussi pas de manière extravagante, mais avec intention. Un trajet en train vers une ville avec de bonnes librairies, un musée dont elle avait lu l'existence dans un magazine, une auberge en bord de route avec vue sur l'océan et un espresso corsé. Partout où elle allait, elle emportait un petit carnet et le remplissait non d'obligation, mais de curiosité. Dans son ancien monde, David vivait maintenant dans une maison de retraite. Héloïse avait disparu des mois auparavant, bien avant que le silence ne s'installe. Nicolas et Delphine passaient de temps en temps, mais jamais longtemps. Ils étaient trop occupés, trop distraits par leur propre vie pour s'occuper de l'homme qui exigeait autrefois tout de tout le monde. Un soir, alors que la lumière dorée se répandait par sa fenêtre, le téléphone de Julie sonna. Delphine. « Maman, dit-elle doucement, voudrais-tu venir rester un peu avec moi? Je suis sérieuse. » Julie regarda les vagues, le lent mouvement de la marée contre le rivage. Une mouette cria au loin. Elle sourit. « Laisse-moi finir d'explorer, dit-elle, la voix chaude. J'ai encore tant à voir. » Et sur ce, elle enfila ses chaussures, prit son sac de couture et marcha vers la jetée, vers ce qui l'attendait ensuite.